grand jeu de poker menteur qui se joue actuellement au nord de la Syrie prend un nouveau tournant. Les Kurdes, soutenus par l'Occident après l'attaque de leur position par la Turquie, vont à présent être appuyés par l'armée syrienne de Bachar al-Assad face à la Turquie, de quoi donner du fil à retordre aux détracteurs du président syrien. Après 8 ans de cavale, les médias annoncent vendredi soir que Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants à Nantes en 2011, a été interpellé à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Après près de 24 heures, l'homme arrêté est disculpé. Retour sur un fiasco policier et médiatique et européen. 6 mois après la débâcle des Européennes et la démission de Laurent Wauquiez, les Républicains se sont choisis un nouveau chef dimanche. Le favori et patron du groupe à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, l'a emporté face à Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Le début d'une route toujours aussi sinueuse. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau retournement de situation dans le conflit syrien. Après l'attaque du nord de la Syrie par la Turquie, les Kurdes, abandonnés par Washington, ont demandé le soutien de Damas. Les rapports entre l'Occident européen et la Turquie sont quant à eux toujours plus tendus. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Les Kurdes cherchent du secours auprès de Bachar al-Assad. Lundi, les autorités kurdes ont annoncé avoir trouvé un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne dans le nord du pays. Débordés par l'attaque turque, les Kurdes n'ont en effet pas pu compter sur le soutien des États-Unis qui ont décidé d'arrêter les frais. Ironie du sort, les Kurdes du PYD marxiste, pendant du PKK en Turquie, avaient précédemment été alliés à des organisations terroristes islamistes qui luttaient contre Damas. Largement soutenu par l'Occident européen, le Quai d'Orsay notamment, mais aussi par tout ce qui se fait de bien-pensant en France, allant de la militante féministe médiatique Caroline Fourest à l'influent essayiste Bernard-Henri Lévy, les Kurdes sont donc à présent alliés officiellement à Bachar al-Assad, président syrien, que ces mêmes détracteurs qualifiaient il y a peu, avec la mesure et l'objectivité qu'on leur connaît, de boucher de Damas. Le méchant de l'histoire dans l'imaginaire médiatique français et européen devient donc le chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan. Une culpabilité justifiée par les chiffres de l'ONU, 130 000 déplacés et 200 morts. Comptabilité macabre et qui reste cependant bien théorique. Autre élément comptable, la libération de près de 800 personnes, des personnes issues de familles de terroristes de Daesh. Ces dernières ont profité du départ de leur geôlier pour prendre la poudre d'escampette, provoquant l'émoi en Occident, un Occident qui envisage pourtant régulièrement de rapatrier ces mêmes ressortissants et leurs familles pourtant partis faire la guerre sous le drapeau de l'État islamique. Un nouveau paradoxe européen et français à ajouter à l'illisible jeu mené en Syrie. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont en outre demandé à Ankara de cesser son offensive. Mais alors, à qui profite ce nouvel affrontement ? À première vue, le président américain, s'il est encore plus mal vu au niveau international, car considéré comme traître à la cause kurde, pourrait bien sortir renforcé dans son pays, lui qui applique une forme d'isolationnisme chère à son électorat. Le président russe, Vladimir Poutine, paraît très bien loti, lui qui vend son système de défense S-400 à la Turquie et qui en même temps est l'un des principaux alliés de Damas. Il est aujourd'hui l'interlocuteur incontournable, disposant de pions des deux côtés de la frontière. Les différentes positions et actions des acteurs en présence paraissent donc se tenir. Damas entend regagner son intégrité territoriale et soutient donc les Kurdes dans une alliance contre nature. Ankara entend repousser la menace kurde le plus loin possible de sa frontière pour aussi défendre son territoire et se prémunir de la menace terroriste kurde. Les Kurdes, eux, jouent encore une fois leur survie et par conséquent changent encore d'alliés. Washington semble, au moins en apparence, vouloir arrêter les frais dans un jeu proche-oriental qui lui coûte cher, quand la Russie se voit confortée dans son retour comme puissance internationale. Les Européens, eux, sont toujours hors jeu, mais n'en demeurent pas dans la tourmente. En effet, en diabolisant la Turquie, après lui avoir longtemps laissé croire en une possible adhésion à l'UE, la France et l'Allemagne démontrent une nouvelle fois leur absence de vision à long terme. Pire, le continent est une nouvelle fois menacé par le chantage migratoire d'Erdogan, qui aurait tort de se priver de cette arme face à des chefs d'État qui parlent sans cesse d'accueil. Autre épine dans le pied de l'Allemagne et de la France, les diasporas kurdes et turcs en Europe qui vont commencer à s'agiter. Déjà, samedi, à Strasbourg, des échauffourées ont eu lieu, d'autres suivront. Hasard du calendrier, l'équipe de France joue sa qualification ce lundi soir pour l'Euro de football 2020 au Stade de France. L'occasion pour de nombreuses personnalités politiques de se faire un petit coup de pub en demandant l'annulation du match.
Selon toute vraisemblance, l'hymne français sera sifflé, les Turcs vivant en France préférant naturellement leurs origines à leur pays d'accueil. Des incidents devraient avoir lieu et le match pourrait bien prendre fin prématurément, voire très prématurément, rappelant un certain France-Algérie en octobre 2001 et rappelant surtout qu'au-delà des inimitiés et même des amitiés que l'on peut entretenir avec tel ou tel pays, le problème ici n'est pas Erdogan, la Turquie ou les Kurdes, mais bien l'immigration massive qui importe des conflits étrangers sur notre sol. Fiasco, quiproquo, camouflet, les mots ne manquent pas pour qualifier l'emballement autour de la prétendue arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès vendredi soir. En à peine 24 heures, police, médias et Union européenne ont dévoilé leur faille béante, un cas d'école. Xavier Dupont de Ligonnès a été identifié et arrêté en Écosse. Cette phrase péremptoire est le point de départ des derniers rebondissements de cette affaire non élucidée. Prononcée par un policier, visiblement informateur régulier des médias, à un de ses contacts journalistes, cette fuite incompréhensible va mettre le feu aux poudres. En effet, après 8 ans de cavale et déjà plusieurs déconvenus, Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants en 2011 à Nantes, figure parmi les personnes les plus recherchées de France. Pas étonnant que le 4e pouvoir replonge en grande pompe dans le fait divers. Dès 20h vendredi, la presse française se repaît donc de la victoire. Présent de l'indicatif, affirmation nette, pas de doute, le Nantais, renommé entre-temps Guy Joao, est bel et bien sous les verrous. Les informations ont l'air particulièrement fluides entre la police et les médias, alors même que les investigations n'en sont qu'à leur début et que le procureur appelle quant à lui à la prudence. À la manière de l'abreuvement des journalistes dans les affaires Fillon ou Benalla, le silence et la retenue dans la police sont aux abonnés absents. Pourtant, si les empreintes digitales du suspect semblent correspondre en Écosse, il faudra attendre le lendemain pour un recoupement de l'ADN après l'arrivée des enquêteurs français. Mais pas de prudence, la boucle médiatique tourne en rond, les articles pleuvent, les reportages s'enchaînent, les leaders d'opinion sont aussi les leaders d'information et se reprennent entre eux, que le premier s'y mette et les autres suivront. Seuls quelques détails, passés inaperçus pour la plupart des journalistes eux-mêmes, permettent de semer le doute, notamment sur l'apparence physique de Xavier Dupont de Ligonnès. À peine 10 ans plus tard, il serait tout bonnement méconnaissable. On comprendra quelques heures plus tard pourquoi. Le samedi matin, les témoignages des voisins de Guy Joao laissent dubitatifs. Il connaîtrait l'homme arrêté à Glasgow depuis 30 ans. Il clame d'ailleurs son innocence avec conviction. Une innocence qui sera reconnue quelques heures plus tard, après les fameuses analyses ADN. Guy Joao n'a rien à voir avec Xavier Dupont de Ligonnès. Ses 20 heures de garde à vue sont une méprise. On comprend alors que les méthodes de reconnaissance digitale en Écosse ne sont pas si fiables que ça. La police de Glasgow se serait en effet contentée de 5 points de correspondance sur les empreintes, alors que la France exige 12 points pour un recoupement efficace. À l'heure où certains hommes politiques parlent de construction d'une Europe de la défense, les coopérations des polices franco-écossaises ne sont pas encore au point, les médias non plus. Une information qu'il aurait été bon de donner plus tôt pour nuancer les affirmations des heures précédentes. Finalement, de nouveaux articles pour créer encore plus de trafic sur les médias divers et variés fleurissent à nouveau. L'occasion de rappeler la confession catholique de Xavier Dupont de Ligonnès au cas où il y aurait un rapport. Les articles de vendredi soir, pour la plupart, ne sont quant à eux pas corrigés ou mis à jour. L'homme interpellé a quant à lui été remis en liberté. Des photos de lui sont publiées. Méconnaissable, disaient les médias. Et pour cause. Les Républicains ont choisi, ce sera Christian Jacob, élu au premier tour de l'élection interne avec plus de 62% des voix. Le président du groupe LR à l'Assemblée nationale récupère un parti en difficulté à 2 ans de la présidentielle. Pas de surprise, pas de rupture, pas de renouvellement. Comme prévu, l'archi-favori Christian Jacob s'est imposé dans la course pour décrocher la présidence des Républicains. Avec plus de 62% des suffrages exprimés, une participation au-dessus des espérances, le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale a battu haut la main ses 2 concurrents, Julien Aubert, qui n'a recueilli que 21% des voix, et Guillaume Larrivé, 16%. Les 2 quadragénaires devraient toutefois être intégrés dans l'équipe dirigeante du parti. Quoi qu'il en soit, l'heure n'était pas aux réjouissances rue de Vaugirard. En effet, après une défaite cuisante aux dernières élections européennes et le départ de Laurent Wauquiez, le parti fait pâle figure. D'ailleurs, si 47% des adhérents se sont prononcés dimanche, il n'était qu'un peu plus de 61 000 personnes. Les adhérents ont bien déserté la formation en même temps que les succès électoraux, avec près de 100 000 personnes en moins par rapport à l'ère Sarkozy.
Le manque criant de médiatisation du scrutin interne prouve aussi qu'il va être difficile pour le nouveau leader de faire revenir sa formation dans la cour des grands. La victoire au premier tour avec quelques 60% n'augure donc rien de particulièrement encourageant si l'on se rappelle que Laurent Wauquiez s'était quant à lui imposé avec 75% des votants, un plébiscite qui n'avait pas empêché une rapide déconvenue et une sortie prématurée. Si Christian Jacob, éléphant du parti, a su prendre LR, rien n'indique qu'il parviendra à le faire renouer avec le succès. Une chose est néanmoins certaine, il n'y aura pas de rupture. Perçu comme un consensuel, Christian Jacob dit vouloir rassembler toutes les sensibilités, des sensibilités qui ont pour beaucoup pris la tangente. En effet, entre les cadres partis à La République En Marche, tels que Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, ceux regroupés dans des formations mineures de centre droit comme Agir de Franck Riester, le ministre de la Culture, ou Libre de Valérie Pécresse, et Thierry Mariani, ancien ministre des Transports, parti au Rassemblement national avec le magistrat Jean-Paul Garot, l'hémorragie a bel et bien déjà eu lieu. Les vœux pieux de rassemblement poussent donc à s'interroger sur ce qui aura lieu d'être encore rassemblé. Le nouveau patron de la droite a déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas être candidat à la présidentielle, une mission pour laquelle les profils ne se bousculent pas au portillon pour le moment. Et dimanche, les Polonais étaient appelés aux urnes pour les élections législatives. Après 4 années marquées par de virulents affrontements avec Bruxelles, les conservateurs du PiS remettaient leur mandat en jeu. Un pari réussi selon les résultats provisoires. Explication de nos correspondants du Visegrad Post. Les Polonais votaient dimanche pour élire leurs députés et sénateurs. Le scrutin était proportionnel pour la Diète et majoritaire à un tour pour le Sénat. Nul ne doutait à l'approche de ces élections de la reconduction du parti conservateur chrétien Droit et Justice, le PiS. L'enjeu était de savoir si le PiS serait à même de retrouver sa majorité absolue. Si en 2015, la volonté de Bruxelles d'imposer des quotas de migrants avait donné un coup de pouce au parti de Jarosław Kaczyński, cette année, c'est l'adoption par l'opposition libérale des postulats du lobby LGBT qui a permis au PiS de se présenter aux Polonais comme le parti des modérés face au parti de ceux qui voudraient imposer à la Pologne une révolution sociétale et un totalitarisme mou à l'occidental. La plupart des commentateurs, y compris ceux qui soutenaient l'opposition, reconnaissaient à l'approche des élections que le PiS avait réussi avec adresse à se poser en défenseur de la normalité et des libertés face à une opposition qui, à force de crier à la dictature, s'est retrouvée au fil des ans prise au piège de sa propre radicalité. Le PiS a bénéficié, comme on pouvait s'y attendre, comme le prévoyaient les sondages, d'une popularité en hausse depuis 4 ans, qui est due d'abord au fait qu'il a réalisé une bonne partie de ses promesses électorales, qu'il a été le premier parti depuis la chute du communisme qui a une politique sociale plus généreuse, notamment avec des allocations familiales qui n'existaient pas avant, avec des mesures en faveur des seniors qui avaient été très défavorisés après la chute du communisme. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis le PiS a surtout bénéficié du fait que l'opposition à la fois des libéraux et de la gauche s'est beaucoup radicalisée. Elle a voulu entrer un peu dans le mainstream européen en adoptant un discours pro-LGBT, donc avec toute cette révolution sociétale qu'on nous propose en Europe occidentale, alors que l'électorat polonais est majoritairement un électorat plutôt conservateur, un électorat modéré qui n'aime pas les extrêmes, avec beaucoup de catholiques. Et donc, ça a laissé un boulevard au PiS. Après l'échec cuisant des européennes, la coalition qui rassemblait les libéraux, la gauche et le parti agraire n'a pas été reconduite pour les élections à la Diète. L'opposition se présentait donc en 3 blocs distincts, celui des libéraux, celui de la gauche sociale et sociétale et celui du parti agraire qui, après les européennes, a tenté de se refaire passer pour un parti conservateur aux yeux de l'électorat rural qui l'avait déserté en mai pour le PiS. Ce midi, le décompte des voix donnait le PiS largement gagnant avec 49% des voix, devant la coalition civique des libéraux à 22% et le bloc des gauches à près de 11%, dans un contexte de forte participation. La gauche revient donc au Parlement polonais après 4 ans d'absence. Le parti agraire devrait entrer lui aussi à la Diète avec près de 10% des voix, de même que la coalition des nationalistes et des libéraux conservateurs avec 6,5%. Et l'opposition va devoir changer de discours s'ils veulent revenir dans la course dans 4 ans pour les prochaines élections. Et notamment, il faut qu'ils arrêtent de dire que la Pologne est en train de devenir une dictature depuis qu'ils sont plus au pouvoir et qu'ils arrêtent de faire appel à Bruxelles pour adopter des sanctions ou faire pression contre le gouvernement que se sont choisis les Polonais. Si les résultats se confirment, le PiS continuera de gouverner seul la Pologne pour 4 ans.
Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Emmanuel Macron veut des explications. Ce lundi, le chef de l'État a reçu à l'Élysée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette rencontre est intervenue dans un contexte de tension après le camouflet qu'ont infligé les eurodéputés au président français en rejetant jeudi la candidature de Sylvie Goulard à un poste de commissaire européen. Une décision au goût amer pour Emmanuel Macron qui n'a pas hésité à le faire savoir ce lundi en pointant du doigt la responsabilité présumée d'Ursula von der Leyen. Ce rendez-vous intervient également avant un sommet européen crucial sur la question du Brexit, jeudi et vendredi prochain à Bruxelles. Thierry Solère prit la main dans le sac. Vendredi dernier, le député La République En Marche, transfuge des Républicains, a été mis en examen pour 7 chefs d'infraction, parmi lesquels fraude fiscale, détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, trafic d'influence passif, recel d'abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance et financement illicite de campagne électorale. L'élu des Hauts-de-Seine est soupçonné d'avoir usé de sa position d'élu pour favoriser certaines sociétés afin qu'elles obtiennent des contrats publics. Thierry Solère nie les faits et dénonce des accusations délirantes. Rappelons qu'en 2014, il ne mâchait pas ses mots contre les politiques pris dans les filets de la justice et appelait à une république exemplaire. Thierry Bolloré évincé de Renault. Vendredi, le conseil d'administration du groupe aux Losanges, convoqué en urgence, a révoqué avec effet immédiat Thierry Bolloré, son directeur général depuis janvier. Le conseil a reproché à son dirigeant opérationnel la médiocre performance financière du constructeur français en 2019. Entre janvier et juin, les bénéfices ont plongé de 50% à 1 milliard d'euros et Renault a brûlé 700 millions d'euros de trésorerie en 6 mois en raison d'une augmentation substantielle des investissements selon les justifications de l'entreprise. En attendant de trouver un successeur, le directeur financier de Renault, Clotilde Delbos, a été nommé directeur général par intérim. Le Fidesz confirme sa domination mais perd Budapest. En Hongrie, les municipales ont réussi à Viktor Orban. Sans surprise, le parti du Premier ministre est sorti vainqueur du scrutin en remportant les 19 assemblées départementales et une majorité de grandes villes. La surprise est toutefois venue de Budapest où le maire sortant du Fidesz a été nettement battu par le candidat de la gauche libérale. Le nouveau maire a su profiter du soutien de l'ensemble des partis d'opposition, y compris du parti anciennement nationaliste radical Jobbik. Budapest rejoint ainsi la tendance des grandes métropoles urbaines gentrifiées, tandis que le Fidesz a également reculé dans d'autres grandes villes. Ces élections, malgré une victoire incontestable, sonnent comme un avertissement pour le gouvernement malgré la solidité du pouvoir de Viktor Orban. La Tunisie a choisi son nouveau président. Dimanche, Kaïs Saïed, un juriste en droit constitutionnel, a largement remporté l'élection présidentielle tunisienne. D'après l'Institut de sondage Emrod, Kaïs Saïed a obtenu 72,5% des suffrages, contre 27,5% seulement à son adversaire Nabil Karoui. Un deuxième sondage de Sigma Conseil diffusé par la chaîne publique Watania accordait 76,9% des voix à l'homme âgé de 61 ans. Le nouveau président tunisien, surnommé Robocop, a bâti son succès sur sa volonté de changer le système politique actuel. Il désire supprimer les élections législatives directes, remplacer les députés par des représentants désignés indirectement par des élus locaux et entend poursuivre la criminalisation des homosexuels. Un programme parfaitement assumé par le juriste qui estime que la société tunisienne est conservatrice. Les indigènes font plier le gouvernement équatorien. Dimanche, un accord a été trouvé pour sortir de la crise sociale qui paralysait le pays depuis le début du mois d'octobre. Alors que le bilan des manifestations fait état de 7 morts, 1340 blessés et 1152 arrestations, le gouvernement a annoncé l'annulation du décret supprimant les subventions sur le carburant ayant entraîné une hausse drastique des tarifs. Peu après cette annonce, des milliers de personnes ont déferlé dans les rues de Quito pour célébrer la nouvelle.
Le typhon Hagibis ravage tout sur son passage. Selon les médias japonais, au moins 35 personnes ont été tuées et 20 sont toujours portées disparues. La tempête d'une intensité inédite a causé d'énormes dégâts matériels. 110 000 secouristes sont toujours mobilisés. 4 millions de Japonais étaient toujours concernés par des consignes d'évacuation dimanche en fin d'après-midi. 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Le typhon a également bouleversé l'organisation de 2 compétitions sportives, les qualifications du Grand Prix de Formule 1 et la Coupe du Monde de rugby. Eliud Kipchoge dans l'histoire. Samedi, 1 an après avoir établi le nouveau record du monde du marathon à Berlin, le Kényan a fait tomber la mythique barre des 2 heures lors d'un marathon à Vienne en Autriche. Il a bouclé les 42 km 195 en 1 heure 59 minutes et 40 secondes, soit quasiment 2 minutes de moins que son record du monde, bien aidé par une armée de 41 lièvres. S'il s'agit d'un exploit retentissant, cette performance ne sera pas homologuée par la Fédération internationale étant donné les conditions particulières de la course. Le sponsor n'avait rien laissé au hasard pour permettre aux champions d'être dans les meilleures conditions. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Dans son dernier ouvrage, L'Église en procès, Jean Sévilla donne la parole aux historiens pour établir des vérités. Nous sommes dans une période d'hyper-laïcisme, de non-croyance généralisée, et donc le fait religieux en général est tenu en suspicion dans notre société, dans les sociétés occidentales en général. Mais l'Église catholique romaine, de par son poids historique, est en première ligne dans l'acte d'accusation. Et puis je pense qu'il y a une manière détournée de l'attaquer parce qu'elle est aujourd'hui dans une société qui est la société du subjectivisme où toutes les vérités se valent. Elle est au fond peut-être la dernière institution à dire qu'il existe une objectivité de la vérité, qu'il y a une objectivité du bien et du mal, et on veut lui faire payer cette position doctrinale par des biais, et notamment par le biais d'accusations sur son histoire. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Philippe Murer pour évoquer le prochain crash financier et la politique écologique. Tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot-de-Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Gérard, mon ami le maire de Villeneuve, a une obsession, une expression qui revient sans arrêt dans sa bouche en ce moment, c'est la taille critique. La taille que ne possède pas sa commune, sa ville, pour s'épargner tous les inconvénients d'être trop petit dans un monde fait pour les grands. Il me dit, t'as qu'à regarder tous ces hôtels particuliers du 17 et 18e chez nous, une grande partie du centre historique est classée, donc on a un peu d'argent quand même pour s'en occuper, mais de moins en moins, et en plus on ne peut pas y toucher, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça c'est une autre de ses expressions, il dit toujours ça. Ce que je voulais dire, me dit-il, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, tu pouvais être dans une petite ville, on se tutoie désormais, hein, et vivre une existence de grands bourgeois urbains, et donc faire vivre les gens autour de toi, mais à présent c'est fini parce que des bourgeois, il n'y en a pratiquement plus, et surtout parce que les villes voisines, Toulouse, Agen, etc., chassent leurs propres pauvres, et qu'ils atterrissent chez toi, où ils cherchent évidemment immédiatement des aides, des logements pas chers ou gratuits, et où ils pourrissent la vie du centre-ville. Du coup, les riches se barrent, enfin ceux qui y restaient, ce qui fait qu'au bout d'une génération, plus personne d'un peu aisé ne veut rester dans un endroit où les clochards se battent à 2 heures du matin entre les façades classées, sans parler du niveau scolaire, des problèmes communautaires, etc. Donc je lui dis en somme, ce que tu voudrais, c'est que ta ville convienne aux bobos pour qu'ils la transforment en annexe du quartier du Marais à Paris. Il me répond exactement. Ce que je voudrais, c'est recevoir de Toulouse les étudiants, les artistes, les petits créateurs de société, et pas les cas sociaux qui disent on fait rien pour nous madame, parce que les on fait rien pour nous madame, quand j'en croise moi dans la rue, et j'en croise tout le temps, je leur réponds, et toi qu'est-ce que tu fais là pour les autres ?
à part faire marcher le tribunal local et dealer toute la journée. Je ne vois pas en quoi tu es productif. À force de leur parler comme ça, je lui dis quand même, tu vas te fermer pas mal de portes, les associations, les instances départementales, tout le monde te blâme plus ou moins, tu passes pour un pestiféré dans les médias. Il me dit non, un pestiféré administratif, seulement administratif, parce que les gens, les agents immobiliers notamment, n'attendaient qu'un coup de balai pour recommencer à vendre ces fameux hôtels, etc. Donc j'ai donné le coup de balai et je les vends, enfin je les fais vendre. Mais là j'ai un deuxième problème, c'est que on ne les vend qu'à des Allemands, parce qu'en France, tu as deux écueils. Le premier, c'est que les petits riches, les riches modestes, sont terrifiés littéralement à l'idée de posséder quelque chose en France. Désormais, ils préfèrent investir à Miami. Et l'autre, c'est qu'ils se décident à acheter, quand ils se décident à acheter en France, ils veulent Toulouse ou Bordeaux, pas Villeneuve évidemment. Donc, lui dis, tu as une solution pour boboiser un peu ta ville? Il me dit, oui, j'en ai plusieurs, mais ça va être assez serré. Et là, j'ai prêté l'oreille. Parce qu'il m'a fait une petite prophétie, et ça j'adore les prophéties. Il m'a dit, je vais être vedettisé avant les municipales, parce que je suis l'un des rares chez qui ça marche. Donc il faut évidemment me casser médiatiquement, il faut faire des micro-trottoirs à l'approche du scrutin pour faire dire aux gens que je suis nul. Mais tu vas passer quand même, lui dis-je. Il me répond évidemment que je vais passer, mais j'ai aucun souci là-dessus. Mais il s'agit de désherber autour de moi, en quelque sorte, de dissuader les gens de prôner mes méthodes et mes valeurs. Donc, lui dis-je, tu as bon espoir de l'emporter. Je vais l'emporter, me répète-t-il, mais autour de moi, ça se passe en 3 étapes. Première étape, nationalement, tout le monde en dit, en effet, n'empêche, regarde Gérard à Villeneuve, il se débrouille bien, il a redressé sa ville. Ensuite, tu fais venir le Gérard, moi, sur tous les plateaux, pour qu'il se discrédite en étant désagréable et de mauvaise humeur. Manque de peau, les gens voient bien que je suis sincère, assez gentil de nature, et que j'aime ce que je fais, et en plus, je n'aime pas l'argent. Et en plus, je dis les choses contrairement aux macroniens qui sont toujours sournois, coincés, et le plus souvent cupides. Troisième étape, le type, moi, là, qui te donne des leçons de gestion municipale, tu t'arranges pour lui coller une affaire douteuse. Mais, manque de peau, avec moi, ça fait 5 ans que je m'y prépare. Tu peux pas me reprocher le moindre truc, même pas d'avoir eu la main leste avec une stagiaire, c'est pas mon genre. Donc, lui dis-je, donc je vais devenir chef de l'opposition avant les municipales, sauf s'il trouve un truc vraiment inédit, du genre enregistrement pirate d'une conversation privée en 1980, mais j'ai dit jamais rien à personne, il faudra qu'il remonte à mes années d'étudiant, et encore, à l'époque, j'étais de gauche. Donc, ils sont vraiment mal barrés, et moi, je suis assez confiant. Je lui ai touché le coude et je lui ai dit, moi aussi. À bientôt, abonnez-vous, merci. Les régimes spéciaux. Les régimes si spéciaux. Lors de la dernière grève de la RATP de septembre, un usager mentionnant les appels à la solidarité des syndicats du rail résumait ainsi la situation de manière laconique. En gros, les gares veulent qu'on les soutienne pour partir à la retraite à 55 ans alors que nous, on bosse jusqu'à 65 ans. Faut pas pousser mes mères dans les orties, non mais des fois. Il y a effectivement de quoi rechigner à les soutenir, les bénéficiaires des régimes spéciaux, quand on sait que les seuls régimes spéciaux cumulés de la SNCF, de la RATP et de l'EDF-GDF sont financés à hauteur de 5,5 milliards d'euros par an par nous, pauvres contribuables, ce qui interpelle juste quelque part, je veux dire, comme disent les bobos du Marais. La réforme des régimes spéciaux, le monde politique, économique et social en parle depuis Charles Le Chauve et peut-être même avant d'ailleurs. Mais bien entendu, le monde politique, économique et social étant ce qu'il est, l'on se contente de parloter sans toucher à rien. Pourtant, le problème est important, nous explique doctement Philippe Martinez de la CGT. Certes, mon bon Fifi, mais on fait quoi ? L'éternel problème des régimes spéciaux nous empoisonne vraiment la vie. Prenons l'exemple des salariés de la régie parisienne. Ils ne veulent pas que le gouvernement touche à leur retraite spéciale des retraites qui leur permet de partir en moyenne à 56 ans contre 63 ans pour le régime général.
Un avantage justifié, selon les syndicats, par les contraintes spécifiques et la pénibilité des missions. Travail en horaire décalé, le week-end et le soir surtout, jours fériés qui sont un petit peu amputés, etc., etc. Eh bien ce soir, je vais prendre un risque considérable qui peut aboutir à mon exclusion de TV Liberté. Je me déclare pour les régimes spéciaux. Oui, les syndicats ont raison. Les régimes spéciaux se justifient par les contraintes spécifiques et la pénibilité des missions. Je les cite. Ainsi donc, je suis favorable à un régime spécialement avantageux pour les boulangers ou les bouchers qui se lèvent à 4 heures du matin et travaillent 12 heures par jour pour que l'on puisse bénéficier de bons petits croissants chauds avec notre café au lait du matin dans lequel nous trempons un saucisson. Oui, je suis favorable à un régime spécial avantageux pour les ouvriers soumis à des contraintes physiques particulièrement pénibles. Oui, je suis favorable à un régime spécial avantageux pour les métiers les plus pénibles et les plus contraignants. A contrario, je suis favorable à un régime spécialement désavantageux pour le contrôleur de billets de TGV qui contrôle quand il en a le temps et s'il en a le courage, pour l'employé du Trésor public dont le travail est souvent assez reposant, pour l'huissier surpayé de l'Assemblée nationale dont le seul rôle est de distribuer le courrier le matin, etc., etc., etc. Ne nous faisons guère d'illusions, ma brillante proposition a peu de chances de voir le jour. Quant à la réforme que nous concocte le gouvernement, ne nous faisons également guère d'illusions. Elle va certainement capoter, comme tant d'autres avant d'elle, devant la pression des grévistes. Nous aurons sans doute le projet de réforme, les grèves paralysantes et pour finir, la réduction, voire même le retrait du projet. Manuchon, bombant le torse et actionnant frénétiquement son menton, proclamera au monde entier « La réforme est faite, nous avons gagné » et l'on repartira pour des années de régimes spéciaux peu ou prou maintenus. Décidément, si Manuchon n'existait pas, il faudrait l'inventer. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.